Danican. Bonjour Fabrice. Allez, votre invité ce matin est Jacques Rosine. Il est responsable de la cellule régionale Antilles-Santé publique France. Jacques Rosine, bonjour. Oui, bonjour. La problématique du chlordécone a, je dirais, deux volets. Le judiciaire qui a fait l'objet de plainte et la justice s'est emparée de cette question. Et puis un volet plus scientifique, c'est votre partie. Où en êtes-vous dans vos recherches de solutions? Alors, au niveau de Santé publique France, il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés déjà depuis près de 20 ans. Et l'objectif sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est de pouvoir avoir une évolution du niveau d'imprégnation de la population à la chlordécone. Donc, vous savez qu'en 2013, il y a eu la première étude canarien menée par Santé publique France et un certain nombre de partenaires, notamment l'ANSES, qui a permis de montrer qu'un peu plus de 90% de l'échantillon détectait la chlordécone à des concentrations plus ou moins variées, avec une moyenne qui est plutôt aux alentours de 0,13 microgrammes pour la Guadeloupe, par exemple. Et par contre, il y a des 5% de l'échantillon qui présentaient des concentrations très élevées. Donc là, l'idée pour nous, en 2023, c'est de pouvoir rééditer cette étude et surtout de pouvoir identifier ce qu'on appelle les déterminants, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles certaines personnes sont beaucoup plus imprégnées que d'autres à la chlordécone. Cette imprégnation peut être liée d'une part au mode d'approvisionnement avec certains produits, certains circuits, les consommations de certains produits, notamment des produits qui viendraient de circuits un peu qu'on appelle courts ou informels. Et sur cette nouvelle étude Canari 2, on pourra aussi voir dans quelle mesure les conditions, la situation socio-économique des personnes impactent sur le niveau d'imprégnation. D'après vos conclusions, les conclusions de vos travaux réalisés, vous avez dit au sein de Canari 1, 9 Antillais sur 10 seraient contaminés, tout au moins à du chlordécone dans le sang, c'est pas sans conséquence. Alors, effectivement, on a retrouvé à peu près, on a retrouvé de la chlordécone chez 9 personnes sur 10. Après, là, le lien on ne fait pas là, il s'agit d'une étude en population générale, il n'y a pas de lien de causalité entre le niveau d'imprégnation et la survenue éventuelle de pathologie. Ce que l'on sait maintenant, c'est que par rapport justement à cette première étude de canarien et ou par rapport aux travaux qui ont été menés par l'ANSES, il y a une valeur toxicologique de référence qui a été, c'est un terme un peu technique, mais qui a été élaborée à 0,4 microgrammes. En population générale, quand on a moins de 0,4 microgrammes, on considère qu'on a quasiment pas de risque de développer un risque sanitaire. Au-delà, le risque ne peut pas être écarté. Et quand on le voit sur les travaux de Canarian, nous étions plutôt à 0,14, 0,13 microgrammes, donc en dessous de cette valeur toxicologique de référence à 0,4. Néanmoins, je dirais, ce sur quoi nous devons nous atteler encore plus, c'est toute cette part de la population qui présente encore des concentrations très élevées, 10 fois supérieures à ce qu'on a observé en moyenne sur l'échantillon. Et dans vos travaux de recherche de solutions, est-ce qu'il y a une possibilité d'enlever la chlordécone dans le sang? Est-ce que vous avez orienté vos recherches dans ce sens-là? Alors, Santé publique France ne travaille pas forcément sur ces recherches-là, mais il y a un certain nombre d'équipes qui le font, notamment les équipes de recherche comme l'INSERM. Ce que l'on sait, c'est que il y a possibilité, sans être trop technique, mais la demi-vie de la molécule dans le sang est de 131 jours. C'est-à-dire que si au bout la moitié de la concentration est diminuée au bout de 131 jours, mais les chercheurs ont montré qu'au bout de 2 ou 3 ans, s'il n'y a pas d'exposition du tout à un aliment, à des aliments contaminés, on peut être totalement, la chlordécone peut disparaître de notre organisme. Donc il y a la possibilité de se décontaminer, si on peut utiliser ce terme. Et pour ce qui est à la dépollution des sols, c'est peut-être plus compliqué, plus long à faire, non? Et là aussi, il y a des recherches en ce sens. Alors, Là aussi, il y a des recherches en ce sens. Alors, il y a des recherches qui ont été menées
Oui, alors ça, nous travaillons au niveau de Santé publique France sur le volet santé. D'autres acteurs de recherche, BRGM, travaillent sur la dépollution des sols. Il y a des travaux qui sont en cours, mais qui pour l'instant restent au niveau de la, je dirais, du laboratoire et qui devront dans les prochaines années pouvoir être expérimentés à grande échelle. Et c'est tout l'intérêt justement de ce colloque, c'est de pouvoir partager à la fois sur le volet santé, mais aussi agriculture, tous les projets qui sont en cours, ou bien les résultats déjà obtenus et qui permettent je dirais, d'avoir de l'espoir dans les prochaines années sur à la fois la diminution de l'imprégnation de la population à la chlordécone par rapport à des modifications des habitudes alimentaires, modification de consommation de certains aliments, mais également la dépollution de certains sols qui sont pollués. Quelle destination pour les résultats de vos recherches sont confiés aux autorités scientifiques, politiques? Alors, les travaux que nous faisons, ce sont vraiment des travaux qui ont pour objectif d'être opérationnels. C'est-à-dire que à notre niveau, nous menons des travaux de recherche ou de surveillance épidémiologique qui permettent justement que ce soit à l'autorité sanitaire, et je pense principalement à l'ARS, mais aussi aux autorités politiques, de pouvoir décliner des plans d'action, des plans de santé publique. Très clairement, les travaux de Canaries ont permis déjà justement de faire un certain nombre de recommandations pour éviter de manger, par exemple, des poissons trop fréquemment dans la semaine si ces poissons étaient pêchés soit dans des zones contaminées, soit dans des circuits informels. Donc c'est vraiment un objectif opérationnel derrière de ces travaux. On ne fait pas des études juste pour faire des études. Et j'en parlais tout à l'heure, on va vraiment travailler sur les déterminants, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes sont plus exposées, plus contaminées que d'autres. Et après, une fois qu'on a ces informations, elles pourront être appliquées, mises en place. Il y a des recommandations qui pourraient être mises en place par les associations, par les ARS, sur justement éviter de consommer, par exemple, certains éléments. Des travaux qui coûtent cher. Quels sont vos soutiens? Qui finance vos recherches? Alors, sur cette étude Canaries 2, nous avons des financements qui sont divers, donc déjà des financements propres au niveau de Santé publique France, mais également nous avons des financements du ministère de la Santé, dans le cadre du plan chlordécone 4, donc du PIT, ce sont des financements dédiés dans le cadre du plan chlordécone, mais nous avons aussi l'appui, par exemple pour la Guadeloupe, du conseil départemental et des caisses d'assurance maladie. La suite maintenant, ça va être quoi? La suite déjà, la réalisation en grande échelle, à grande échelle de l'étude, puisque l'étude, même si la préparation est quasiment terminée, on aura une phase pilote en mars-avril 2023 sur les deux territoires Martinique et Guadeloupe, et la phase de terrain qui commencera à grande échelle, qui commencera en septembre 2023 jusqu'à décembre 2023, et là vous aurez à la fois des enquêteurs qui vont aller interroger et inclure des patients, des personnes dans l'enquête, et des infirmières qui viendront au domicile des personnes pour réaliser les prélèvements biologiques. Alors, il faut savoir quand même que dans cette étude Canaries 2, nous aurons à la fois donc la recherche de chlordécone, mais aussi d'autres polluants, puisque vous savez qu'il y a d'autres pesticides, d'autres polluants qui ont été utilisés aux Antilles. Donc nous avons agrémenté cette étude avec la recherche de métaux lourds, de pyréthrinoïdes, donc un certain nombre d'autres polluants, et surtout nous incluons aussi des enfants, puisque sur la première étude nous n'avons pas pu le faire. Donc là, il y aura des prélèvements chez les enfants de 3 à 17 ans. Jacques Rosine, merci et bonne journée. Merci à vous.